Il est 13h, bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble à la une de ce journal accessible aux sourds et aux malentendants. Le vice-président de la République a inauguré cette semaine la mosquée Seydina Ali de plus de 5000 et de plus de 1000 places bâties sur une superficie de 5000 mètres carrés. C'est à Korogo dans le quartier Kokodjelisso. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités religieuses, des élus et des cadres de la région du Poro. Pour vérifier l'identité et authentifier la carte nationale d'identité ou la carte de résident, l'ONESI, l'Office ivoirien de l'état civil et de l'identification, met en place un appareil de dernière génération, le terminal de vérification d'identification TVI, un outil qui sera mis à la disposition des agences de transfert d'argent. Le président russe et son homologue chinois assisteront à un sommet du G20 en novembre. La présence des deux chefs d'État lors du sommet coïnciderait avec celle du président américain, alors que les relations de Washington avec Moscou et Pékin sont au plus bas en raison de la guerre en Ukraine et des tensions autour de Taïwan. C'est une mosquée de plus de 1000 places, bâtie sur une superficie de 5000 mètres carrés. Baptisée mosquée Seydina Ali au quartier Kokodjelisso de Korogo, elle a été inaugurée dimanche dernier par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Tiemoko Melie Kone qui était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des élus et des cadres de la ville, mais aussi des autorités religieuses. Le nouvel imam, lui, s'appelle Seydou Kone. La mosquée Seydina Ali du quartier Kokodjelisso de Korogo, inaugurée par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Bâtie sur une superficie de 5000 m2 et construite par Sidiki Silwe Kone, directeur de cabinet adjoint du vice-président, elle peut accueillir plus de 1000 fidèles. À cette inauguration, Seydou Kone a été investi imam principal de cet édifice religieux. Il a reçu ses attributs d'imama des mains du président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le turban, la canne de commandement et le noble Coran. Je jure au nom d'Allah, le très haut, devant le cheikh Aïma et devant ma communauté, d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée Seydina Ali à Korogo, quartier Koko. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à cultiver l'amour et à être des artisans de paix et de la non-violence, mais surtout à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Dieu attend du musulman, du croyant, d'abord qu'il soit calme, qu'il se retienne, qu'il se confie à Dieu. Nous allons donc prier pour que Dieu inspire tous ceux qui ont une partie des décisions à prendre. Invocation, prières et bénédictions pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire, des temps forts qui ont également marqué l'inauguration de la mosquée Seydina Ali du quartier Kokodjelisso de Korogo. C'était un reportage de Parga Soro Kone. On en vient maintenant à cet atelier de renforcement des capacités des agents affectés du mouvement politique diplomatique 2022. Un atelier qui a pour objectif de pallier les insuffisances relevées dans la gestion des dossiers d'état civil consulaire. Avant leur prise de contact dans les différentes entreprises, ils seront formés notamment en diplomatie économique, l'état consulaire, le protocole et les conseils au secrétaire. Laure Goretti et Sidonie Davila signent ce reportage. Ce sont des agents du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, affectés dans le cadre du mouvement diplomatique 2022. Le mouvement diplomatique, c'est l'affectation des agents du ministère des Affaires étrangères, les uns qui reviennent au pays après un temps de séjour statutaire à l'étranger, et pour les autres qui partent d'Abidjan pour les différentes ambassades à l'étranger. Appelés à des fonctions dans les représentations diplomatiques et postes consulaires de la Côte d'Ivoire, ils sont formés sur la diplomatie économique, l'état civil consulaire et le protocole avant leur départ. Il y a les diplomates formés, membres du corps diplomatique, mais il y a également les secrétaires, les assistants, les attachés de direction
Et il y a même des adjoints administratifs et d'autres corps des autres ministères techniques qui travaillent dans les ambassades. L'atelier de ce jour est donc fait pour que chacun d'entre eux soit instruit de la bonne tenue, du bon service à accomplir dans les ambassades. Cet atelier organisé par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, a pour objectif de pallier les insuffisances relevées dans la gestion des actes d'état civil consulaire. Ces agents affectés à l'extérieur auront pour rôle d'accompagner les ambassadeurs et contribuer au positionnement du pays à l'extérieur. Je vous le disais en titre, l'ONESI innove pour vérifier l'identité et authentifier la carte nationale d'identité ou la carte de résident. L'Office ivoirien de l'état civil et de l'identification a mis en place un appareil de dernière génération. C'est le TVI, le terminal de vérification d'identification, un outil qui sera mis donc à la disposition des agences de transfert d'argent afin de vérifier l'identité de leur clientèle. La signature de convention entre l'ONESI et l'Association des sociétés de transfert d'argent vient d'être faite et c'était en présence de Konaté Moussa. Le terminal de vérification d'identité, un outil technologique qui permet d'authentifier la carte nationale d'identité et la carte de résident. Étant donné que nous avons la technologie NFC sur la carte, nous allons la mettre juste en dessous du TVI et je vais inviter M. Koulibaly à se rapprocher de nous. Mais je vois de là-bas. Il puisse lui mettre. Attention. Oui, on voit. Voilà. C'est vous? C'est bien moi. Avec cet appareil de dernière génération, plus personne ne pourra retirer de l'argent à la place de l'autre dans les agences de transfert d'argent. C'est le but de cette signature de convention entre l'Office national de l'état civil et de l'identification et l'Association des sociétés de transfert d'argent. Depuis plus de 30 ans que nous sommes dans le secteur du transfert d'argent, notre plus grande difficulté, c'est de nous assurer que nous payons la bonne personne. Combien de fois des clients sont pas allés à la police économique, ne sont pas allés au commissariat, on n'a pas de réponse. Mais finalement, c'est l'initiateur de l'opération qui paye le prix. Votre appareil est le bienvenu. Je crois que ça va soulager pas mal. C'est une convention qui met l'ONESI dans son véritable rôle. C'est un rôle d'appui, de soutien pour tous ceux qui aujourd'hui ont besoin de fiabiliser l'identité de leurs utilisateurs, de fiabiliser l'identité des usagers. C'est pourquoi vraiment cette première convention que nous signons, pour nous, est un acte majeur. Un acte majeur parce qu'elle va permettre de réduire la fraude. 50 000 terminaux de vérification d'identité seront mis à la disposition des sociétés de transfert d'argent afin de vérifier l'authenticité des pièces d'identité de la clientèle. Les agents de ces structures seront formés à l'utilisation de l'appareil. On va retourner à Korogo, dans le Poro. Korogo, où la police a procédé mercredi dernier à l'incinération de plus de 9 tonnes de produits illicites. 9 tonnes donc, dont près de 250 kg de drogue. Le tout estimé à 78 millions de francs CFA. La correspondance d'Ami Sissoko. Les propriétaires interpellés, les usagers de drogue, ne sachant quoi faire, ça donne à ces psychotropes que vous voyez. Plus de 9 tonnes de médicaments de qualité inférieure, de stupéfiants et de drogue, dont près de 250 kilos d'héroïne, de cannabis et de cocaïne. Le tout estimé à 78 millions de francs CFA, incinéré à la décharge de Korogo en présence des autorités administratives et judiciaires. Ce sont des produits illicites saisis dans les régions de Bagoué, Poro et Tchologo de janvier 2021 à juillet 2022 par la direction de la police des stupéfiants et des drogues à Korogo. La toxicomanie prend des proportions inquiétantes de façon générale en Côte d'Ivoire et de façon particulière dans nos 3 régions, surtout chez les populations juvéniles à 98%. Aussi, faut-il noter que la drogue s'enracine de plus en plus dans les milieux scolaires, hélas, au détriment de l'avenir de nos étudiants et élèves. Au cours de leurs opérations, la direction de la police des stupéfiants et des drogues à Korogo a interpellé 79 personnes. Elle entend montrer sa détermination à lutter contre ce phénomène qui menace la santé des populations et met également en mal l'économie nationale. Elle exhorte donc la population à plus de collaboration.
La porosité de nos frontières contribue énormément à l'émergence de ce trafic illicite. Je voudrais exhorter l'ensemble des populations du Poro, du Tchologo et de la Bagoué à collaborer de façon sincère et franche avec la police nationale en dénonçant toutes sortes d'activités illégales liées au trafic illicite des drogues et stupéfiants. Selon la direction de la police des stupéfiants et des drogues à Korogo, d'autres actions d'envergure sont prévues pour mettre fin au trafic illicite des médicaments de qualité inférieure et de drogue dans le district des Savanes. Allons à la page Covid, l'actualité coronavirus. Hier, jeudi 18 août, les autorités sanitaires ont enregistré 45 nouveaux cas de Covid-19 avec 0 décès, heureusement, 25 guéris, heureusement également. À la date donc du 18 août, la Côte d'Ivoire compte 86 301 cas confirmés, 817 décès à déplorer et 191 cas actifs. Les recommandations sont les mêmes, respectons les mesures barrières. Faisons-nous vacciner. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire et le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida sont désormais des partenaires dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et la prise en charge des victimes de cette pandémie. Une collaboration donc qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet NFM3 du Fonds mondial relatif au renforcement de la prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables. Signature, puis échange de parapheurs pour sceller l'union entre le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida et l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. La collaboration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet NFM3 relatif au renforcement de la prise en charge des OEV et leurs familles, avec un accompagnement des travailleurs sociaux et des structures sociales de base. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés par l'infection du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, avec un taux de prévalence de 2,9%. Et les OEV représentent 476 391 personnes dans le pays, selon les données statistiques de l'INSP en 2016. Ces chiffres attirent donc l'attention de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Même s'il est indéniable que les avancées ont été réalisées, beaucoup reste à faire. Et il est important à ce stade de la lutte de mutualiser nos efforts afin de pouvoir parcourir avec efficacité les derniers kilomètres restants vers l'atteinte de la fin de l'épidémie du VIH-Sida prévue pour l'année 2035. Ce nouveau cadre de collaboration va contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est donc pour notre département ministériel associé à celui du ministère de la Santé et l'ensemble des partenaires au développement une invitation à œuvrer en synergie pour renforcer la réponse nationale au VIH et assurer un mieux-être aux personnes vivant avec le VIH-Sida et les OEV. À travers ce partenariat, ce sont 159 000 centres sociaux et plus de 192 000 orphelins et enfants vulnérables qui seront assistés. Créée en novembre 2005, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire œuvre pour une réponse communautaire pérenne aux besoins des populations en matière de santé publique et de développement durable. Un reportage de Jean-Marc Djadji est toujours dans le secteur de la santé. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, cadre de Yamoussoukro, élu de Yamoussoukro, député de la ville, offre une ambulance médicalisée au centre de santé de Nzouessi, un village communal de la capitale politique. Le donateur satisfait ainsi une doléance des populations exprimée il y a peu de temps. Kader Sorodogo de la station régionale RTI Boaké. Une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé de Nzouessi à Yamoussoukro. Le don est de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Désormais, l'évacuation des patients de ce centre de santé vers d'autres structures sanitaires plus adaptées se fera dans de bonnes conditions.
De quoi réjouir les populations et les responsables de la santé. Donner une ambulance à une localité, à une population, c'est donner la vie à cette population. Et je voudrais à travers lui remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple ivoirien et singulièrement pour Yamoussoukro. Nous, personnels de santé, nous avons compris le message. Nous allons bien utiliser l'ambulance. Et vous l'avez vu à Lobakro, vous l'avez vu à Séman. Ces ambulances sont encore fonctionnelles parce qu'on a compris qu'il faut travailler pour la population. On ne va pas se promener avec les ambulances pour aller au marché, comme pour transporter les bois. Ne vous en faites pas, on sera très vigilants. Donner pour le mieux-être des populations. Souleymane Diarra Souba se dit en phase avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le don de cette ambulance par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour équiper le centre de santé urbain de Zouessi, fait partie des actions sociales. Le chef de l'État a pris les dispositions pour équiper l'ensemble des centres de santé de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que le centre de santé urbain de Zouessi vient de bénéficier de cette ambulance. Et nous nous en félicitons parce que c'était une forte doléance des populations de Zouessi. Le donateur n'est pas à son premier don d'ambulance médicalisée à Yamoussoukro. Des villages comme Lobakro, Séman, pour ne citer que ceux-là, ont déjà bénéficié de sa générosité. Autre lieu, autre don de véhicules, c'est à Soko, un village situé à quelques 7 km de Bondoukou. Là-bas, les habitants donc, de ce village ont un nouveau chef du village. Il s'agit de Nanan Benoît Kobenan qui a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de région du Gontougo, Sori Sangaré, en présence bien sûr du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Après lui avoir prodigué quelques conseils, le ministre d'État lui a remis un véhicule. La cérémonie de remise de l'arrêté de nomination a eu lieu ce week-end à Soko. C'était en présence de notre correspondant Herman Yamia. Chose promise, chose due. À la présentation officielle du chef suprême des Koulango de la région du Gontougo aux populations, le 30 juillet dernier dans la localité de Dinaoudi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui avait promis un véhicule. Aujourd'hui, c'est chose faite. Dagbolo Lango 2 vient de recevoir les clés d'un véhicule double cabine 4x4 flambant neuf des mains du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Un geste selon lui pour lui faciliter sa mobilité. Recevant les clés du véhicule, le chef suprême des Koulango n'a pas manqué de traduire sa gratitude à son bienfaiteur. Je remercie monsieur le ministre d'État Kwasi Adjoumani et m'a donné un véhicule. Je vous remercie beaucoup avec son entourage. Saisissant l'occasion, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a exhorté le chef suprême des Koulango à travailler pour la paix et le vivre ensemble entre tous les peuples vivant dans la région du Gontougo. Donner des moyens au chef Nanan Lango 2 pour pouvoir tourner dans sa localité. Parce que nous, on veut un chef qui prône la paix, la cohésion sociale au sein de sa communauté. La réception de ce véhicule s'est faite en présence de Mamadou Koulibaly, secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou représentant le préfet des régions, du roi des Abrons Nana Adengra Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le chef de la province Angobia, Nana Kwadjo Adjoumani, et d'une centaine de chefs traditionnels. Ce sont 85 veuves et 15 grands malades du ministère des Eaux et Forêts qui viennent de bénéficier d'une attention particulière de leur ministre. Des vivres et des numéraires leur ont été remis de façon symbolique, mais c'est le ministre Tchagba qui manifeste ainsi la solidarité et l'entraide de son département. Le reportage est signé Franck Kouadio. Des veuves, des grands malades. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, actionne l'élan solidaire et l'esprit de famille au sein de son département. 85 veuves et 15 grands malades reçoivent chacun des kits composés de sacs de riz de 25 kg, un panier de vivres et des numéraires. Pour le ministre des Eaux et Forêts, cette cérémonie s'inscrit dans la dynamique de l'élan social prôné par le président de la République. Soyez rassurés de l'accompagnement du gouvernement en général et de celui du ministère des Eaux et Forêts en particulier. Et donc, vous avez reçu ces jours ne sont que le symbole de notre amour et de notre présence à vos côtés.
Des bénéficiaires qui, par la voix de leur porte-parole, expriment leur reconnaissance. Vous avez décidé de vous souvenir des affaiblis par la maladie et des malheureux frappés par la perte du pilier de leur famille. Monsieur le ministre, devant toutes ces marques d'humanisme, nous n'avons qu'un seul mot à la bouche. Ce mot, c'est merci. Remise de vivres aux veuves et grands malades du ministère des Eaux et Forêts. La tutelle annonce un renforcement de l'action sociale par la mise en œuvre pour bientôt d'un fonds de prévoyance. Un reportage de Franck Quadio et Sylvestre Nguesson. Alors maintenant à l'INADES Formation. Les acteurs du secteur de l'agriculture, de l'environnement et des ONG intervenant dans les questions climatiques se sont récemment réunis dans ces locaux-là, dans les locaux de l'INADES, donc dans le cadre d'un atelier de financement de projets de la lutte contre le changement climatique. L'objectif, c'est la capitalisation de bonnes pratiques en matière de lutte contre le changement climatique. C'est Serge Pacom Didi et Didier Nguesson qui le disent. Capitaliser les bonnes pratiques en matière de lutte contre le changement climatique et la résilience semble être une solution durable. L'Agence basque de coopération et du développement et l'INADES Formation mènent des actions à cet effet. Après une première phase soldée par le financement de 50 projets de lutte contre le changement climatique, l'Institut et l'Agence décident de retenir un certain nombre de projets considérés comme modèles. Ces projets bénéficieront d'une plus large communication auprès des partenaires et seront mis en œuvre dans d'autres pays. Nous avons bénéficié de l'appui de INADES Formation. Alors, ce que nous avons mis en avant en termes de capitalisation, c'est notre expérience en matière d'éducation au développement durable et de sensibilisation au changement climatique qui cible particulièrement les jeunes. C'est notre expérience en matière d'initiation de la journée universitaire pour le développement durable. Il est question aujourd'hui de mener des actions plus concrètes, pour accompagner les communautés dans leur résilience face à la crise climatique. Et donc ça c'est un premier volet de cette nouvelle action. Et puis le deuxième volet, c'est de travailler à construire véritablement un processus de suivi citoyen de l'action public. 11 pays africains sont concernés par ce projet. En Côte d'Ivoire, c'est l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et le Club du développement durable qui sont les bénéficiaires. De la deuxième journée, la deuxième édition de la journée de l'emploi. Ce sont donc plus de 50 entreprises ivoiriennes qui ont rencontré des étudiants formés dans toutes les filières. Il s'agit des étudiants qui recevront les rudiments, ces jeunes diplômés qui frappent ainsi aux portes du monde actif. Reportage Davis Oyo et Moussa Konaté. Des étudiants face à des chefs d'entreprise. Les échanges portent sur le choix professionnel après les études universitaires. C'est la deuxième édition de la journée de l'emploi. Plus de 50 entreprises exposent leur savoir-faire devant les étudiants. Objectif, mieux les outiller afin de faciliter leur insertion professionnelle. Très bonne initiative parce qu'on ne rencontre pas ça très souvent. Approcher des entreprises pour pouvoir venir inculquer des cultures bancaires, mais aussi inculquer le mode d'employabilité dans le secteur privé comme dans le secteur public. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont là et je suis heureuse parce que pour ma filière, j'ai pu voir Amnesty International et plusieurs autres entreprises qui sont intéressées par mon profil. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir rencontrer les entreprises, de pouvoir aussi avoir des rencontres B2B aussi et B2C. Ce qui nous a permis aussi de pouvoir nous développer et d'avoir plus ample d'informations sur toutes les mutations qui se passent au niveau des entreprises aujourd'hui, surtout au niveau de la digitalisation qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entrepreneurial. Ce cadre de rencontre entre employeurs et jeunes diplômés vise à offrir des opportunités d'emploi. Des rencontres comme celle-là nous permettent d'avoir une bonne idée des besoins des entreprises et une fois qu'on a ces idées-là, ça nous permet de réviser éventuellement nos contenus pour les adapter aux besoins des entreprises. Plus de 300 étudiants sont attendus à cette deuxième édition de la journée de l'emploi. L'activité est marquée par des panels et conférences.
Depuis quelques semaines déjà, nous sommes en période de vacances scolaires, des vacances qui doivent être saines. En collaboration donc avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la direction de la vie scolaire du lycée technique d'Abidjan a organisé un atelier vacances et innovation technique. Cela dans l'objectif de renforcer les connaissances et capacités des apprenants et surtout valoriser la formation professionnelle et technique. Evelyne Yeboué, Franck Kouadio. Permettre des vacances studieuses et saines aux élèves de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est la vision de la direction de la vie scolaire du lycée technique d'Abidjan avec l'appui du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à travers cet atelier vacances et innovation technologique. 32 structures ont répondu présentes au lycée technique d'Abidjan en vue de partager leurs expériences avec ces jeunes. Cette formation m'offre beaucoup d'opportunités d'abord dans le domaine de l'industrie. Nous voulons mettre à la disposition de tous les apprenants pour leur donner la possibilité ou l'envie d'entreprendre davantage. Nous allons leur dispenser des notions de propriété intellectuelle, comment exploiter les documents brevets. Cette rencontre cible également les jeunes non scolarisés et déscolarisés en vue de leur permettre de choisir leur futur métier et construire leur projet professionnel. C'est des formations qui aboutissent sur des métiers et donc un emploi. Et ces formations sont complétées d'initiation à l'entrepreneuriat, ce qui permet à ceux qui ne vont pas se faire recruter par des entreprises de créer eux-mêmes leur propre business. Donc c'est de changer cette perception que les parents ont, de penser que quand on oriente un élève dans la formation professionnelle, c'est que cet élève a échoué et il ne voit aucun avenir. Au contraire, il faut se dire que c'est des formations qui mènent à l'emploi. Pour cette première édition, la formation durera 12 jours. Les initiateurs prennent le pari de pérenniser l'activité afin d'intégrer les jeunes à la vie entrepreneuriale. La phase pilote du service national des jeunes a lieu en ce moment à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Au nombre des activités, il faut noter des échanges, un engagement citoyen, culture de la paix. Et l'ex-ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, Alain Lobognon, y était. Il a échangé avec les quelques 500 jeunes qui sont regroupés à l'INPHB de Yamoussoukro, l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny. Alain Lobognon les a invités à prendre toute leur place dans l'édification d'une Côte d'Ivoire forte. Kader Sogodogo, notre reporter sur place. Engagement citoyen, culture de la paix. L'ex-ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, Alain Michel Anima Lobognon, est l'invité de l'Office du service civique national. Face à lui, les 500 jeunes de la phase pilote du service national. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le moment est favorable pour aborder des sujets liés au civisme. En bonne place, les 5 symboles de la République, le portrait du président de la République, l'hymne national, les armoiries, le drapeau national et la devise nationale, qui doivent être respectés par tous. C'était un honneur pour moi de venir partager mon expérience, mais surtout de partager avec eux certaines valeurs de la République et surtout de notre pays. La Côte d'Ivoire est un jeune pays qui, malgré ses 62 ans, a besoin donc de construction, de consolidation. Et c'est avec ces jeunes-là que se construira donc l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'invité du jour a également insisté sur la nécessité pour les jeunes de se départir de la manipulation et à sortir de conflits qui portent préjudice à la République, donc à leur avenir. J'ai compris que les jeunes attendent beaucoup de l'État. Il faut donc leur apporter les bonnes réponses, il faut les rassurer. Et je suis venu ici donc pour rassurer les jeunes. La phase pilote du service civique allie encadrement civil et militaire. L'objectif reste de produire une jeunesse responsable qui contribuera au progrès de la Côte d'Ivoire. On quitte l'INPHB, on quitte Yamoussoukro, on rentre à Abidjan, on s'arrête
à Yopougon. Yopougon, où la 4e Assemblée générale élective de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de cette commune donc a vu l'élection d'un nouveau président et surtout le renouvellement de ses instances dirigeantes. Le conclave a vu la participation de l'ensemble des journalistes et professionnels de la communication résidant dans cette commune, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Souleymane Donisongou, dans un reportage, un commentaire donc à Boussanogo. C'est dans une ambiance confraternelle que les membres de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de Yopougon se sont retrouvés pour lui donner une nouvelle impulsion. L'UJOP est l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, habitant à Yopougon. Depuis 3 ans, elle est dans l'inaction. Le président statutaire qui était là, ayant démissionné, on a mis un président intérimaire. Je suis heureux pour le dénouement que nous avons obtenu de cette Assemblée générale. La nouvelle équipe doit travailler à rassembler tous les journalistes, tous les professionnels de la communication autour de l'UJOP. Nouvellement élu à la tête de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de Yopougon, Aimé Marie-Lise Okona, seule candidate enregistrée, a obtenu 45 voix, soit 91,83% des suffrages exprimés. On a perdu un confrère dans des conditions vraiment déplorables. Je pense que ça ne devrait plus arriver. Il faut que nous, les journalistes de Yopougon, puissions nous entendre pour nous bâtir. Nous allons travailler ensemble. C'est ensemble que nous allons arriver. C'est ensemble que nous allons donner vraiment la bonne image et la solidité, la force à notre union. L'Union des journalistes et professionnels de la communication de la commune de Yopougon a pour objectif, entre autres, le renforcement de la fraternité et de la confraternité, la matérialisation de la solidarité professionnelle et la contribution au développement socio-culturel et économique de la commune de Yopougon. Félicitations donc à Marlise Conan. Un reportage de Donisongou Souleymane à Boussanogo et Ulrich Adongon. L'actualité internationale nous amène à cette information concernant le G20. Le G20 donc auquel va prendre part le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping qui ont accepté donc d'y assister. Ce sera en novembre prochain. L'annonce a été faite par Joko Widodo, le dirigeant de l'Indonésie qui préside actuellement ce forum, le forum des grandes économies mondiales. La présence donc des 2 chefs d'État lors du sommet coïnciderait avec celle du président américain Joe Biden, alors que les relations de Washington avec Moscou et Pékin sont au plus bas en raison de la guerre en Ukraine et des tensions autour de Taïwan. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre chaîne. À demain, 13h.